Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, il sera question de présentation du rapport public 2020 du Conseil économique et social au président du FASO, un document dont les travaux ont porté sur le blanchiment des capitaux. Université de Ouagadougou, près de 500 nouveaux bacheliers recalés à l'inscription. L'innovante plateforme FASO Campus serait au cœur de ce problème. Dans ce 20h, vous entendrez les explications des étudiants et celles de l'administration de l'enseignement supérieur. Décès de Luca Attanasio hier en République démocratique du Congo. L'ambassadeur italien a été tué lors d'un convoi du programme alimentaire mondial près de Goma. Le président du FASO, Rochma Christian Kaboré, a reçu en audience ce mardi 23 février une délégation du Conseil économique et social. Il était question pour la délégation conduite par Moïse Napon de présenter au président du FASO le rapport public 2020 sur le blanchiment des capitaux. Maxime Jean-Eudes Bambara. La délégation du Conseil économique et social, conduite par son président Moïse Napon, est venue présenter au président du FASO le rapport public 2020 sur le mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA, notamment au Burkina Faso. Pour le président du Conseil économique et social, il est de coutume pour son institution de venir présenter chaque année le contenu de son rapport au chef de l'État avant toute exploitation. Le rapport parle du blanchiment des capitaux qui est utilisé, en fait, le blanchiment est utilisé pour financer souvent le terrorisme. Et donc, nous avons étudié le problème et notre idée, c'était comment arriver à tarir les sources de financement de ce blanchiment de capitaux. Le phénomène de blanchiment de capitaux prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso et des recommandations ont été faites au président du Faso pour venir à bout de cette pratique. Ces recommandations concernent premièrement le fait qu'il faut que nous puissions utiliser des méthodes qui permettent d'arrêter ou bien de réduire l'utilisation des espèces et du cash, parce que c'est une utilisation qui permet facilement de blanchir les capitaux. Nous avons dit aussi que les dispositifs qui sont mis en place doivent travailler dans ce sens-là. Le Conseil économique et social recommande par ailleurs d'impliquer davantage tous les acteurs dans la recherche des solutions. À la suite du Conseil économique et social, le président du FASO a reçu en audience le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le vice-amiral Hervé Bléjean. Les échanges entre le chef de l'État burkinabé et le commandant des missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne ont porté sur les possibilités de renforcement des capacités des forces de défense. Les propos du vice-amiral Hervé Bléjean sont recueillis par Maxime Jean-Eudes Bambara. Et je suis également le directeur de la capacité militaire de conduite et de planification de l'Union européenne. À ce titre, et c'est la raison de ma visite et de cette audience qu'a bien voulu m'accorder le président, je suis le commandant des missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne, dont une que vous connaissez certainement est au Mali et commandée par le général Gracia à côté de moi, et les deux autres en République centrafricaine et en Somalie. Grâce à l'évolution du mandat de cette mission, nous pouvons aujourd'hui offrir nos services à l'invitation de Monsieur le Président pour pouvoir proposer aux forces armées du Burkina Faso des actions de formation
d'entraînement et de conseils en fonction de ce qu'ils souhaitent nous voir réaliser et de leurs priorités. Donc voilà le contexte de cette visite aujourd'hui. La plateforme Campus Faso crée des désagréments aux nouveaux bacheliers. Conçu pour faciliter les inscriptions dans les universités publiques, ce programme, visiblement, ne contente pas tous les étudiants. Plusieurs nouveaux bacheliers ivoiriens ont vu leur réinscription en ligne rejetée. Mais que se passe-t-il exactement? Vous avez des éléments de réponse dans ce reportage de Serge Badou. Ils sont plus de 500 étudiants qui ont vu leur préinscription sur la plateforme Faso Campus rejetée. La raison avancée par les étudiants, c'est la confusion au niveau de la moyenne, selon le président national de l'association pour l'intégration des élèves étudiants venant de l'extérieur, Salif Rouamba. Les difficultés liées à la plateforme, il faut dire que la plateforme présente 3 phases. La première phase, la création d'un compte, et la deuxième phase, le dépôt des dossiers, et pour finir, la troisième phase maintenant, le paiement des frais d'inscription. Alors, pour la première phase, je pense que beaucoup ont pu le faire, créer un compte, avoir le code INE, le mot de passe également. Concernant la seconde phase, là où il faut minutieusement remplir les informations et là où il faut étudier cas par cas et mettre également l'accent sur, comment on appelle, toutes les informations qui ont été données, c'est là que les enfants rencontrent des difficultés. Il y a une confusion que les enfants font malheureusement qui leur crée d'énormes difficultés. Et concernant les moyennes que les enfants introduisent sur la plateforme, il se trouve que quand on prend les attestations de réussite au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de moyenne qui se trouve sur l'attestation. Alors que sur le territoire national burkina ici, cette moyenne est bien indiquée. Donc ça facilite vraiment la tâche de ceux qui sont ici d'insérer la moyenne qui est demandée. Alors que de l'autre côté, les moyennes sont perspectives que sur les bulletins. Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur Bintou Sessouma, la confusion au niveau de la moyenne avancée par les étudiants ne saurait être une raison valable. Pour elle, il suffit de diviser la note totale par le coefficient pour obtenir la moyenne du bac. Et lors de la vérification des informations, nous nous sommes rendus compte que un grand nombre d'étudiants avaient mal renseigné les informations relatives à la moyenne obtenue au bac. Ces étudiants ont inscrit sur la plateforme leur moyenne annuelle. Si je prends le cas particulier des bacheliers de Côte d'Ivoire, il se trouve que sur le relevé de notes du baccalauréat, on rappelle les moyennes trimestrielles et la moyenne annuelle obtenue par l'étudiant. Et sur le même relevé, vous avez la note pondérée obtenue au baccalauréat. Mais je vous assure, moi j'ai vu le relevé, c'est écrit moyenne annuelle. Et le communiqué sur Campus Faso précisait bien qu'il fallait introduire la note obtenue au bac. Il aurait juste suffi à ces étudiants-là de prendre la note pondérée et de le diviser par le total des coefficients pour obtenir la moyenne du baccalauréat. À la question de savoir si les étudiants sont rentrés en contact avec les premiers responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur, la réponse est oui. Et promesse avait été faite de trouver une solution, chose qui n'a pas été faite selon Salif Rouamba. Il faut dire que notre premier recours, on l'a eu à faire au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. On leur a adressé une note depuis le mois de novembre pour leur expliquer la situation. Et cette note nous a permis de saisir le secrétariat général où on a été reçu par Madame Sessouma et qui nous avait quand même accordé une oreille attentive sur la question. Et nous avait quand même promis de faire ce qu'elle pouvait faire sur cette situation. Mais depuis lors, c'est resté un silence, jusqu'à ce qu'on vienne même au niveau du Campus Faso, même voir les responsables, voir le DG même du Campus Faso. Et pour eux, il n'y a plus de solution pour ces enfants. Il faut qu'ils attendent carrément l'année prochaine. Et pour la directrice générale, une seconde chance a été donnée aux étudiants en janvier dernier. Rien qu'en fin janvier, nous avons procédé à une dernière session de paiement en ligne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a encore quelques étudiants qui n'avaient pas pu effectuer le paiement pour une raison ou une autre. C'est de nouveaux bacheliers, je le conçois, mais j'estime que lorsqu'on a eu le bac, on doit pouvoir faire la différence entre une moyenne annuelle et la moyenne obtenue au bac. Ça, c'est le minimum. Donc, s'il y a incompréhension, c'est bien de leur côté. Nous avons fait l'effort de les rattraper, d'essayer de leur donner encore une chance pour nous fournir les informations exactes. Donc, ceux qui ont été orientés et qui, par la suite, n'ont pas pu être inscrits, c'est parce qu'ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas finalisé leur processus. Et donc, vous savez, c'est une plateforme d'orientation. À ce jour-là, toutes les universités ont récupéré les listes de leurs étudiants. Et la plateforme ne peut pas être ouverte permanemment à souhait. Nous sommes obligés maintenant d'attendre les prochaines inscriptions et orientations
de nouveaux bacheliers. Qu'à cela ne tienne, les étudiants espèrent une autre session d'inscription pour éviter une année blanche et également une assistance pour les inscriptions en ligne afin d'éviter certaines erreurs qui pourraient survenir. Le système éducatif burkinabé veut s'imprégner de celui japonais. Ce jour 23 février, les agents du ministère en charge de l'éducation nationale burkinabé se sont réunis à Ouagadougou pour un atelier de 48 heures. Après avoir bénéficié de plusieurs formations sur plusieurs années offertes par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, ces acteurs de l'éducation veulent divulguer les connaissances acquises au Japon. Fatimata Nikiema a assisté à l'ouverture de l'atelier. En collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA, les acteurs du système éducatif burkinabé ont offert des formations à 130 agents du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, MENAPLN, entre 2011 et 2019. Après ces renforcements de capacités au Japon, un mécanisme de partage et de réinvestissement de ces acquis s'impose. C'est ce qui justifie la tenue du présent atelier de capitalisation. Si vous voyez, dans le curriculum, aujourd'hui, on parle de lire au Burkina. Et ça date depuis 1986. Et si depuis 1986 jusqu'en 2021, aujourd'hui, on est toujours dans lire au Burkina, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ces formations ont galvanisé des cadres qui vont donner une nouvelle orientation à notre système éducatif pour l'adapter vraiment à l'évolution de la société. Kalga Zongo est inspecteur de l'enseignement supérieur dans la boucle du Mouhoun et ancien stagiaire de la JICA. Après 45 jours d'apprentissage en 2019 au Japon, il dit être revenu plus aguerri. Quand on est revenu, vraiment, ça m'a été très utile parce que on avait suivi des formations, des formateurs, mais j'ai gagné beaucoup quand je suis allé. J'ai déjà effectué des formations sur le terrain. C'est l'objet même de la communication aujourd'hui. Et on espère pouvoir continuer pour que les jeunes frères aussi en profitent. Les bourses d'études offertes par la JICA au MENAPLN touchent essentiellement les formations en pédagogie, en gestion et planification de l'éducation, en administration des finances, ainsi qu'en encadrement pédagogique et en formulation des politiques éducatives. À cause de la pandémie à coronavirus, la JICA entend poursuivre ses formations en ligne. De nouveaux accords de financement pour le Burkina Faso. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a signé hier 22 février 2 accords de financement avec l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. L'un vient en soutien au secteur éducatif face à la pandémie du Covid-19 et l'autre c'est pour la mise en œuvre du projet Yélène Sanata Seri. Environ 5,5 milliards de francs CFA, c'est la somme octroyée par l'Union européenne et l'Agence française de développement au gouvernement burkinabé en faveur du secteur énergétique. Ce nouvel appui financier au profit du projet Yélé vient témoigner une fois de plus à l'engagement des partenaires techniques et financiers aux côtés du Burkina Faso en termes de production d'énergie solaire. C'est une contribution que l'Union européenne fournit à ce projet global, puisqu'il participe aussi bien la France à titre bilatéral, mais aussi la Banque africaine de développement et donc l'Union européenne. Donc c'est un projet très ambitieux qui au total fait près de 80 millions d'euros et sur lequel donc l'Union européenne vient apporter sa contribution pour pouvoir étendre les bénéfices de ce projet à davantage de populations burkinabé. Comme vient de le dire Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Burkina est en pointe en matière d'énergie solaire dans toute la sous-région, va continuer et même augmenter en quelque sorte son avance et à terme pourra peut-être au lieu d'importer l'énergie chère de ces pays voisins en exporter et surtout permettre une meilleure accessibilité et un coût moindre de l'énergie dans le Burkina Faso et au profit des Burkinabés. Selon le ministre en charge de l'énergie, le projet Yélène va permettre de mettre en place des mécanismes de centrales solaires au Burkina Faso. Il va se traduire entre autres par la construction de plusieurs centrales photovoltaïques, d'un dispositif de stockage d'énergie solaire et d'une densification du réseau électrique. Avec le partenariat avec l'AFD et l'Union européenne qui va nous accompagner donc dans le projet Yélène, va nous permettre donc de mettre en place des mécanismes de centrales solaires de près de 50 MW avec 10 MWh donc de stockage. Ça va être l'une des premières
en Afrique de l'Ouest parce que la technologie du stockage n'était pas très développée. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour le Burkina Faso avec l'énergie solaire de baisser le coût du kilowattheure, mais aussi de décentraliser donc l'accès à l'énergie à toutes nos populations, qu'elles soient rurales donc urbaines, que ces populations-là puissent avoir accès à une énergie donc de qualité et moins chère. Pour ce qui est du fonds d'appui au secteur de l'éducation, il s'agit d'un montant de 7 millions de dollars, soit environ 3,7 milliards de francs CFA, octroyé par l'Agence française de développement dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. Et quant à l'utilisation à bon escient de ces ressources, le ministre Stanislas Ouareau rassure. Et une partie de ces fonds va servir à la construction de forages dans des établissements, qui est facteur de lutte aussi contre la pandémie, parce qu'il faut de l'eau pour respecter certaines mesures barrières. Ça va servir aussi à réaliser certaines latrines dans des établissements, certains établissements qui n'en ont pas. Et une bonne partie, un peu plus de la moitié, servira aussi donc à faire face donc, aux conséquences de la Covid sur le développement de l'éducation des filles, en termes de kits d'hygiène, en termes de mise à disposition de savons, etc. C'est donc environ 9 milliards de francs CFA que l'Union européenne et l'Agence française de développement ont accordé au Burkina Faso pour le financement de ces deux projets de développement. Pour la deuxième fois, la mairie de Ouagadougou offre l'occasion aux associations de la ville d'être mises en lumière. À ce jour 23 février, Armand-Pierre Bewende a procédé à l'ouverture de la deuxième édition de la foire communale des associations à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Durant 72 heures, plusieurs activités seront menées. Il faut y compter une réflexion des participants sur le thème « Contribution du monde associatif face à la montée de l'incivisme dans la commune de Ouagadougou ». Sanata Seri. La foire communale des associations se veut un cadre d'expression et de partage d'expériences entre associations de la commune de Ouagadougou. Deuxième du genre, cette foire communale, selon le maire Armand-Pierre Bewende, s'inscrit dans la politique municipale de la mairie et vise entre autres à valoriser et développer la vie associative locale et permettre au public de découvrir sa richesse et sa diversité. Il y a des talents, il y a de nombreux talents que nous avons vus ce matin avec les quelques stands que nous avons visités. Et il y a également ceux qui sont spécialisés dans la valorisation de nos produits locaux, les produits alimentaires locaux, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des produits d'habillement ou de décoration. Ça montre que le développement peut être vraiment endogène. C'est-à-dire que nous pouvons compter sur les valeurs, sur le savoir-faire de nos associations pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir occuper les jeunes, pour pouvoir occuper les femmes. Plusieurs associations sont ici représentées pour exposer leur savoir-faire en vue de promouvoir leurs différentes activités. Pour ces associations, ces genres d'initiatives devraient être multipliées. Vraiment, on apprécie l'initiative, elle est très bonne. Si effectivement chaque année on peut se retrouver comme ça permet de nous faire connaître, de faire connaître ce que nous faisons. Et voilà, parce que dans notre association, on a des commerçantes, on a des fonctionnaires, on a des ménagères, on a des retraités. Nous avons à notre actif plus de 20 ans. C'est une fois qui est louable. Et c'est la deuxième édition et je pense que c'est une activité à pérenniser parce qu'il faut des fois pour pouvoir que les actions puissent en tout cas mieux se connaître, échanger et pourquoi pas en tout cas pour vendre les expériences pour que les autres puissent en tout cas s'imprégner de tout pour pouvoir avancer ensemble pour le bien-être de la commune de Ouagadougou. Nous sommes ici dans le cadre de cette exposition-là pour pouvoir faire la promotion de nos activités et pourquoi pas orienter les gens après la foire pour en tout cas le bien-être des jeunes de la commune de Ouagadougou. Cette deuxième édition de la foire communale des associations qui se tient du 23 au 25 février 2021 à la médiathèque municipale de Ouagadougou sera marquée par la récompense des meilleures associations par domaine d'intervention. Et ce sont plus de 75 associations qui prendront part à cette compétition. Pratiquer une activité sportive en groupe peut avoir plusieurs avantages. En tout cas, c'est ce que pense l'association sportive Dream Team qui a effectué sa 10e rentrée sportive ce dimanche à Ouagadougou. Pour les responsables de l'association, le sport, comme ils le voient, en plus d'entretenir la santé, est une activité unificatrice. Un reportage de Hyacinthe Sawadougou. L'association sportive Dream Team veut à travers cette journée promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Comme chaque année,
Les joueurs ont été répartis en groupes de 4 équipes pour un tournoi le temps d'une matinée. Et ce sont les équipes C et D qui se sont affrontées en finale. L'équipe C est sacrée championne. Pour le président du comité d'organisation, l'objectif est atteint malgré quelques imperfections. Nous sommes retrouvés entre vétérans, des anciens, pour se retrouver le dimanche matin. Question de dégraisser entre amis. Voilà l'objectif. Donc l'objectif c'est vraiment le sport de maintien. Voilà l'objectif en fait. Et maintenant, au fur et à mesure, la chose est en train de prendre de l'ampleur. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui une grande association reconnue du public. Mais ça ne va pas être parfait parce que chaque année, on se bonifie d'année en année. Il y a des ratés dans l'organisation, mais dans l'ensemble, quand même, on est satisfait. Une activité sportive qui a aussi permis aux membres de l'association sportive Dream Team de dresser le bilan des activités menées en 2020, mais aussi engager des perspectives selon le président de l'association qui pense que la réconciliation nationale passe aussi par le sport. Il a dépassé même nos attentes, comme le disait le président du comité d'organisation. Depuis une dizaine d'années, nous avons vraiment beaucoup d'expérience, on se bonifie d'année en année. Et comme vous avez vu cette année encore, on a un thème spécifique qui est un thème qui rentre avec l'actualité actuelle, à savoir la réconciliation. Pourquoi pas ne pas utiliser le canal de football également comme étant un élément pour se réunir et aller dans une réconciliation. Cette activité a connu la présence de représentants d'autres associations sœurs venus participer à cette rentrée sportive de l'association Dream Team. Et depuis une dizaine d'années, nous sommes amis, frères, nous organisons beaucoup de tournois et tout vraiment se passe très bien entre nous. Donc il ne se passe pas une activité soit sans que nous présentions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été désigné avec beaucoup d'aide. Ce matin, on n'a pas eu d'entraînement sur notre terrain. On s'est tous déportés ici et puis on a partagé avec nos amis et frères. On est très contents depuis l'organisation jusqu'au trophée, jusqu'à la manière dont ça s'est passé. Vraiment, on est très fidèles et très contents. Rappelons que l'association Dream Team a été créée en 2011 et s'est donné pour objectif de faire la promotion du sport. Et le thème retenu cette année est « Faisons de la pratique du sport de masse des occasions de donner, de recevoir et partager, vertu fondamentale pour toute cohésion sociale ». Cérémonie de graduation de la 3e promotion de Public Advanced Management Programme en Côte d'Ivoire. Les grands dirigeants de l'administration publique ivoirienne s'engagent à produire un service de qualité au profit des populations après une formation de 9 mois. Bakabri. Changer le présent pour construire l'avenir avec une administration publique de qualité au profit des populations. C'est le leitmotiv du Public Advanced Management Programme qui célèbre la graduation de sa 3e promotion. D'abord, c'est la 3e édition du programme. Nous l'avons démarré donc en 2018 avec une première promotion et puis on s'est posé la question de savoir est-ce que cette aventure-là allait être pérenne. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 3e promotion et les demandes continuent à venir. Ça veut dire que ce programme vient à point nommé pour atteindre des objectifs de renforcement de capacité des dirigeants de la haute administration et faire en sorte que notre administration soit de plus en plus performante. Il y a des enseignements tels que la gestion de municipalités, d'hôpitaux qui sont spécifiques au secteur de la fonction publique. Donc on a adapté notre formation avec la grande école d'administration du secteur public du Québec au Canada pour pouvoir dispenser des cours de longue durée sur une période de 9 mois aux hauts cadres et hauts fonctionnaires de l'administration ivoirienne. C'est le secteur public qui tire toute l'économie, qui met en place les infrastructures pour que le secteur privé puisse se développer. Donc il est important que les cadres, les hauts cadres qui dirigent les différentes administrations publiques puissent s'imprégner de ce nouveau type de management. Un engagement dynamique, certes, mais pour y parvenir, une nouvelle clé de lecture s'impose. Ce programme nous a appris qu'au niveau de l'administration publique, on ne parle plus de citoyens, on parle maintenant de clients, comme dans le privé. Nous devons gérer l'administration publique comme le privé, comme dans le privé. Être un bon leader, savoir gérer, savoir négocier. Aujourd'hui, ce qui est mis au devant des choses, c'est vraiment les droits du citoyen. Les droits du citoyen sont les obligations
de l'État qui fait la prestation. Mais pour ça, il faut une administration efficace, performante, qui est en marche, qui a la capacité de fournir un meilleur service aux citoyens. Passer de la théorie à la pratique relève donc finalement de la volonté individuelle. Ils ont déclaré qu'ils ont identifié comment améliorer ces services publics et ils ont décidé à le mettre en pratique. Évidemment, un programme ne donne pas un certificat sur le résultat final, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un grand engouement et que beaucoup de personnes finissent ce programme très engagées pour être plus efficaces et être plus orientés au service des citoyens. Ces programmes visant à réconcilier les citoyens avec l'administration publique s'inscrivent dans la durée et le jugement des usagers en sera le meilleur baromètre. Et pour terminer, la violence à l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, ce lundi 22 février au matin. Un décès donc survenu après une embuscade tendue par un groupe armé à 25 km au nord de Goma. Le diplomate de 43 ans, en poste depuis 2019, se rendait avec une délégation du programme alimentaire mondial à Rutshuru. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué ce lundi dans une attaque. Le ministère de l'Intérieur congolais accuse les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'en être à l'origine. L'ambassadeur se trouvait à bord d'un convoi du programme alimentaire mondial au moment de l'attaque. Ils ont réussi à tirer sur l'ambassadeur, ils ont tiré un chauffeur sur les champs. Il y a aussi le chargé de sécurité de l'ambassadeur qui a rendu l'âme sur les champs. Et puis d'un coup, il y a le FARDC qui s'est rendu sur les champs et ils ont réussi à sauver l'ambassadeur pour l'amener à Goma pour les soins intensifs. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé, je cite, une attaque lâche. Et le président congolais Félix Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l'attaque soient identifiés et traduits devant la justice. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de conflits depuis près de 25 ans, en raison notamment de la présence de nombreux groupes rebelles. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette image de l'hôtel de ville de Ouagadougou, un édifice situé en plein centre-ville et dont les premiers travaux de construction datent de février 1958. Depuis sa rénovation en 2003, la mairie de Ouagadougou s'impose comme un impressionnant monument architectural. Je vous donne rendez-vous à la même heure, agréable suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir.